Je ne suis pas du genre application de rencontre. Ou je ne l'étais pas. Puis un pote m'a parlé de singletune.com. Le meilleur conseil que j'ai reçu depuis des années. Allez voir. Je n'aurais jamais pensé que des mots pouvaient anéantir quelque chose en vous jusqu'à la nuit où ma femme, Pénélope, a dit ce qu'elle a dit. On se disputait depuis peut-être 20 minutes. L'une de ces disputes stupides qui commencent pour un rien et dégénère sur tout le reste. Je ne me souviens même pas de ce qui l'a déclenché cette fois-ci. Peut-être que j'avais oublié de faire les courses. Peut-être que j'avais remis en question l'une de ses décisions concernant la redécoration du salon. Peut-être que c'était encore plus insignifiant que ça. Une remarque en l'air qui est mal passée. Peu importe maintenant. Ce qui compte, c'est qu'elle voulait gagner et qu'elle a trouvé l'option nucléaire. Nous étions debout dans la cuisine, les assiettes du dîner encore empilées dans l'évier. Je me souviens de ce détail parce que j'étais en train de les laver quand elle est entrée et a commencé la conversation qui a viré à la dispute. Quelque chose sur le fait que je ne l'écoutais pas. Sur le fait que je devais toujours avoir raison. Sur le fait que je rejetais ses sentiments. Je me suis mis sur la défensive. Elle a haussé le ton. J'ai élevé la voix. Elle a fait de même. Et puis nous étions partis, pris dans cette spirale familière où aucun de nous ne pouvait reculer. Où la fierté comptait plus que la résolution. Tu sais quel est ton problème, Gareth? Tu te bats comme si tu essayais de prouver quelque chose. J'imagine qu'il faut bien que tu compenses d'une façon ou d'une autre, vu le peu d'équipement que tu as en bas. L'air a quitté la pièce. J'ai senti ma poitrine se serrer. Mes mains s'engourdirent. Chaque muscle de mon corps s'est contracté comme si j'avais été frappé par un tasé. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais même pas assimiler ce qui venait de se passer. Pénélope se tenait là, en face de moi. Le visage encore empourpré par la colère. La poitrine haletante à cause de la dispute. Et j'ai regardé la réalisation de ce qu'elle venait de dire s'insinuer lentement sur ses traits. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait reprendre ses mots. Mais à ce moment-là, il était trop tard. La grenade avait déjà explosé et nous nous tenions tous les deux dans le rayon de l'explosion. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté, ni frappé dans un mur, ni fait l'une de ces choses dramatiques qu'on voit dans les films. Je suis juste parti. Parce qu'y avait-il à dire? Elle avait fouillé dans le recoin le plus profond et le plus sombre de mon âme et en avait sorti la seule chose que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'enfouir. Et elle s'en était servie comme d'une arme. La personne en qui j'avais le plus confiance au monde avait pris ma vulnérabilité et l'avait transformée en munition. Les gens pensent que les hommes n'ont pas ce genre d'insécurité. Ils pensent que nous ne sommes que confiance et bravade. Que rien ne nous atteint. Que nous ne nous soucions pas de choses comme l'image corporelle ou l'adéquation sexuelle. Mais je porte ce poids depuis l'âge de 16 ans. Tout a commencé par une conversation de vestiaire qui a été déformée, exagérée et qui s'est répandue dans mon lycée comme une traînée de poudre. Je ne sais même pas qui l'a commencé ni pourquoi. Peut-être que c'était quelqu'un qui ne m'aimait pas. Peut-être que c'était juste de la cruauté gratuite, le genre de cruauté dans laquelle les adolescents excellent. Mais soudain, la fille pour qui je craquais depuis des mois, Bethany Winters, m'a regardé comme si j'étais invisible. Les gars de l'équipe de basket faisaient des blagues juste assez fort pour que je les entende, mais assez bas pour que je ne puisse pas les confronter sans avoir l'air paranoïaque. J'ai appris à en rire, à faire comme si ça ne me dérangeait pas, à construire des murs si épais que personne ne pouvait voir les dégâts en dessous. Ces murs ont tenu tout au long de l'université, pendant ma vingtaine, à travers les relations ratées, les aventures d'un soir gênantes et tout le chaos normal des jeunes adultes. Je sortais avec des filles, mais jamais sérieusement. Je gardais les gens à distance. Ne laissant jamais personne s'approcher assez pour voir l'insécurité qui vivait sous la surface. Je suis devenu doué pour faire diversion, pour changer de sujet, pour faire des blagues afin de détendre l'atmosphère. Je me suis forgé un personnage confiant, si convaincant que même moi, j'y croyais presque parfois. Puis est arrivée Isabelle. Mon ex avant Pénélope. Je pensais qu'elle était différente. Je pensais que nous avions quelque chose de vrai. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami, avons immédiatement accroché. Et en moins d'un mois, nous étions inséparables. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, avons parlé de mariage.
Avons visité des appartements ensemble. Elle était belle, elle réussissait, elle était tout ce que je croyais vouloir. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui voyait au-delà de toutes ces choses superficielles. Qui m'aimait pour ce que j'étais. J'ai baissé la garde avec elle comme jamais auparavant. Je lui ai parlé de mes insécurités, des rumeurs du lycée, des façons dont je m'étais toujours senti insuffisant. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que rien de tout cela n'avait d'importance. Qu'elle m'aimait exactement comme j'étais. Jusqu'au jour où je suis rentré plus tôt d'un voyage d'affaires et l'ai trouvée dans notre lit avec quelqu'un d'autre. Un type de sa salle de sport, tout en musclé en confiance, tout ce que je n'étais pas. Je suis resté dans l'encadrement de la porte de notre chambre, ma valise toujours à la main, regardant mon monde entier s'effondrer. Elle n'avait même pas l'air surprise de me voir. Juste agacée que je l'ai interrompue. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas eu la décence de mentir. Elle n'a pas pleuré, ni supplié qu'on lui pardonne, ni essayé de s'expliquer. Elle m'a juste regardé avec cette expression froide et détachée et a dit « Tu n'as jamais été assez bien pour moi de toute façon. Pas là où ça compte. » Puis elle a fait ses affaires et est partie. Et je suis resté là, dans notre appartement, avec l'impression d'avoir été vidé de mes entrailles. Le gars est parti aussi, sans même me regarder. Et je me suis retrouvé seul avec les ruines de tout ce que j'avais cru sur moi-même et sur ma relation. Ça a brisé quelque chose en moi que je ne pensais pas réparable. Je me suis fermé après ça. J'ai arrêté de sortir avec des filles, arrêté de faire confiance. Je me suis convaincu que j'étais mieux seul. Que les relations n'étaient que des opportunités pour les autres de vous faire du mal. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Je passais mes week-ends à la salle de sport ou à faire des randonnées seul. Je me suis construit une vie qui ne nécessitait aucune vulnérabilité. Mes amis ont essayé de me caser, de me remettre en selle. Mais je trouvais toujours des excuses. J'étais trop occupé. Je n'étais pas prêt. J'avais besoin de plus de temps. La vérité, c'est que j'étais terrifié à l'idée de traverser cette douleur à nouveau. Puis Pénélope est arrivée et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti en sécurité. Nous nous sommes rencontrés dans un café, de tous les endroits possibles. Elle lisait un livre que j'adorais et j'ai fait une remarque à ce sujet. Et nous avons fini par discuter pendant 3 heures. Elle était différente de toutes celles avec qui j'étais sorti auparavant. Chaleureuse, authentique, facile d'accès. Elle ne jouait pas à des jeux. Elle ne me donnait pas l'impression de devoir être en représentation ou de faire mes preuves. Avec elle, je pouvais juste être moi-même. Elle m'a fait croire que le passé n'avait pas d'importance. Que j'étais plus que mes insécurités. Que quelqu'un pouvait réellement m'aimer sans condition ni réserve. J'ai baissé la garde. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne. Et maintenant, elle avait prouvé que j'avais eu raison de garder ces murs intacts en premier lieu. Cette première nuit, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Ou plutôt, j'ai essayé de dormir. J'ai surtout fixé le plafond. Repassant ces mots en boucle dans ma tête. Sentant cette vieille honte familière me submerger comme une vague. Quand le matin est arrivé, Pénélope a frappé à la porte. La voix douce et incertaine. Demandant si je venais me coucher. Si nous pouvions parler. Si j'allais bien. Je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Qu'elle m'avait détruit? Que je ne pouvais même pas la regarder sans me sentir humilié? Que chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Isabelle, j'entendais les rires du lycée? Que je sentais le poids de chaque instant où je m'étais senti insuffisant. Les jours se sont transformés en semaines. Pénélope a tout essayé. Elle a cuisiné mes plats préférés. Du rôti avec une purée de pommes de terre à l'ail. Les lasagnes que sa grand-mère lui avait appris à faire. Elle a laissé des mots d'excuse dans toute la maison. De petits bouts de papier avec « Je suis désolé » et « Je t'aime » et « S'il te plaît, parle-moi » gribouillés dessus. Elle a tenté de lancer des conversations sur le travail, les actualités ou n'importe quel sujet neutre. N'importe quoi qui pourrait m'amener à participer. J'ai fait semblant. Je répondais quand c'était nécessaire. Je lui donnais des réponses d'un seul mot. Je hochais la tête quand il le fallait. Mais à l'intérieur, j'étais vide. L'homme qu'elle avait épousé avait décroché et je n'étais pas sûr qu'il reviendrait un jour. J'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. Non pas parce que j'étais en colère,
mais parce que je ne voyais pas d'issue. Comment reconstruire la confiance quand la personne qui est censée vous protéger est celle qui vous a fait le plus de mal? Comment partager un lit avec quelqu'un qui sait exactement où frapper pour causer le maximum de dégâts? J'ai planifié une consultation avec une avocate nommée Patricia Hoffman. J'ai rempli les documents préliminaires. Et j'ai tout laissé dans mes brouillons de mai. Je n'étais pas prêt à franchir le pas, mais j'avais besoin de savoir que j'avais des options. J'avais besoin de savoir que je pouvais partir si je le devais. Pénélope l'a découvert, bien sûr. J'avais laissé mon téléphone sur le lit pendant que j'étais sous la douche un soir et elle a vu la notification apparaître. Un email de Hoffman & Associates avec pour objet, consultation initiale de divorce. Quand je suis sorti, une serviette nouée autour de la taille, elle se tenait là, mon téléphone à la main, des larmes coulant sur son visage. Vas-tu vraiment divorcer pour une seule dispute? Sa voix tremblait, dépassant à peine un murmure. C'est à ce moment-là que je lui ai finalement dit plus de 3 mots depuis des semaines. Tu penses que c'est à cause d'une seule dispute? Ma voix me semblait étrange à mes propres oreilles. Plate et sans émotion. Comme si je lisais un script. C'est à propos de toi. Toi, prenant la seule chose que je ne t'avais jamais dite. La seule vulnérabilité que je gardais cachée. Pour l'utiliser afin de me blesser. Il s'agit de moi réalisant que la personne en qui j'ai le plus confiance au monde n'assure pas vraiment mes arrières. Il s'agit de moi comprenant que quand les choses deviennent difficiles, quand tu te mets en colère, tu es prête à sauter à la gorge. Elle a essayé de discuter, de s'expliquer, de s'excuser à nouveau. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas. Qu'elle était juste en colère. Qu'elle ne penserait jamais vraiment une chose pareille. Mais j'avais fini de parler. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai commencé à faire une valise. Je ne savais pas où j'allais. Peut-être dans un hôtel en centre-ville. Peut-être chez mon frère de l'autre côté de la ville. Peut-être que j'allais juste rouler jusqu'à ce que je n'ai plus d'essence et improviser à partir de là. Je savais juste que je ne pouvais plus rester dans cette maison. Respirer le même air. Prétendre que tout allait bien alors que tout mon monde s'était effondré. Pénélope est apparue dans l'encadrement de la porte. Le visage pâle et strié de larmes. Ses mains tremblaient. Tu pars vraiment? J'ai arrêté de plier une chemise et je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, j'ai vu au-delà de ma propre douleur et j'ai reconnu la sienne. Elle avait l'air terrifiée, brisée, comme si elle avait enfin compris l'ampleur de ce qu'elle avait fait, les dégâts qui ne pouvaient pas être réparés par de simples excuses. Je ne sais pas si je peux surmonter ça, ai-je admis. C'était la vérité. Je ne savais même pas si le pardon était possible. Si nous pourrions un jour redevenir ce que nous étions avant. Je t'aime, murmura-t-elle, la voix brisée. J'ai tout gâché. Je retirais mes mots si je le pouvais, mais je ne peux pas, dis-moi juste quoi faire. Dis-moi comment réparer ça. Je voulais lui dire qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Je voulais passer cette porte et ne jamais regarder en arrière. Pour tout recommencer dans un nouvel endroit où personne ne connaîtrait mon histoire ou ma douleur. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce le souvenir de qui nous étions avant, quand nous nous sommes rencontrés et que tout semblait simple et juste. Peut-être était-ce le fait que malgré tout, je l'aimais toujours, moi aussi. Ou peut-être étais-je simplement trop fatigué pour continuer à fuir mes problèmes, trop épuisé pour tout recommencer. Tu ne peux pas reprendre ce que tu as dit, lui ai-je dit d'une voix calme mais ferme. Et je ne peux pas l'oublier. Mais peut-être que je ne veux pas partir. Pas encore. Ce n'était pas un pardon. Ça n'en était même pas proche. Mais c'était une fissure dans le mur, et à ce moment-là, c'était tout ce que nous avions. Les semaines suivantes ont été étranges. Nous existions dans le même espace mais vivions des vies séparées. Pénélope m'a laissé de l'espace, a arrêté de forcer des conversations que je n'étais pas prêt à avoir. J'ai déballé ma valise mais je l'ai gardée dans le placard de la chambre d'amis, un rappel que j'avais toujours un pied dehors. Nous étions polis l'un envers l'autre, prudents, comme deux étrangers naviguant dans un champ de mines. Elle me demandait si je voulais du café le matin. Je lui demandais si elle avait besoin de quelque chose au magasin. Nous tournions l'un autour de l'autre avec une précision étudiée, sans jamais nous toucher, sans jamais nous regarder dans les yeux trop longtemps. La maison semblait différente pendant ces semaines-là. Chaque pièce portait le poids de ce qui s'était passé.
Je passais devant notre chambre et me rappelais toutes les nuits où nous étions restés éveillés à discuter, à rire, à faire des plans pour l'avenir. Maintenant, cela ressemblait à l'exposition de musée d'une vie qui n'existait plus. La cuisine où nous avions l'habitude de cuisiner ensemble le dimanche matin était devenue un lieu de silence gênant. Je préparais mon café et partais avant qu'elle ne descende. Elle préparait le dîner et laissait ma part couverte sur la cuisinière pour que nous n'ayons pas à manger ensemble. Le travail est devenu mon refuge. Je partais tôt et rentrais tard, trouvant des excuses pour rester au bureau, même quand il n'y avait rien d'urgent à faire. Mes collègues ont remarqué le changement. Mon patron, Léonard, m'a pris à part un jour et m'a demandé si tout allait bien à la maison. Je lui ai dit que tout allait bien, juste un peu de stress, rien d'inquiétant. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. J'avais perdu du poids. J'avais des cernes sous les yeux. J'avais l'air de quelqu'un qui tenait à peine le coup. La nuit, allongé dans le lit de la chambre d'amis, je rejouais ce moment encore et encore. Pas seulement ce que Pénélope avait dit, mais l'expression de son visage quand elle l'a dit. La colère. L'intention de blesser. C'est ça qui m'a détruit, plus que les mots eux-mêmes. Elle avait voulu me blesser. Elle avait cherché le couteau le plus aiguisé qu'elle pouvait trouver et l'avait enfoncé. Et même si je savais qu'elle le regrettait, même si je voyais les remords la ronger de l'intérieur, je ne pouvais pas me défaire de la certitude qu'elle était capable de ce genre de cruauté. Puis un après-midi, environ 3 semaines après la dispute, j'ai retrouvé mon pote Dominique dans un café du centre-ville. Nous étions amis depuis l'université, colocataires en 2e année. Et il était l'une des rares personnes à connaître mon passé avec Isabelle. Je ne lui avais pas parlé de la remarque de Pénélope, mais il voyait bien que quelque chose n'allait pas. J'avais évité ses appels, annulé nos projets, trouvé des excuses. Il avait fini par me coincer avec un texto qui disait « Café demain à 14h. Ne pense même pas à te défiler. » Alors j'y étais, assis en face de lui dans une banquette d'angle, sirotant un café noir dont je n'avais pas vraiment envie. « Tu as une mine affreuse, mec », a-t-il dit en glissant un café sur la table. « Qu'est-ce qui se passe ? Et ne me dis pas que tu vas bien parce que je sais que c'est des conneries. » J'ai hésité, fixant ma tasse. Une partie de moi voulait tout garder à l'intérieur, pour maintenir la façade que tout était sous contrôle. Mais j'étais tellement fatigué de porter tout ça tout seul. Alors je lui ai tout raconté. La dispute, les mots, les semaines de silence, les papiers du divorce, la valise dans le placard, le fait que je ne pouvais ni dormir, ni manger, ni penser à autre chose. Quand j'ai eu fini, Dominique s'est adossé à sa chaise et a poussé un long soupir en passant la main dans ses cheveux. « C'est brutal », a-t-il dit, la voix lourde de compassion. « Je ne vais pas te dorer la pilule. » Ce qu'elle a dit, c'est malsain, vraiment très malsain. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas oublier. Mais voilà le truc, Gareth. Tu as un choix à faire. Tu peux laisser ça détruire ton mariage, ou tu peux t'en servir pour construire quelque chose de plus fort. Je sais que ça ressemble à du jargon de thérapie, mais c'est vrai. Comment ? Ai-je demandé, sincèrement confus. Comment on se remet de quelque chose comme ça ? Comment refaire confiance à quelqu'un après qu'il t'a montré qu'il était prêt à te blesser à ce point ? Dominique a sorti son téléphone et m'a montré un site web. Singletune.com. La page d'accueil avait un design épuré et moderne avec des photos de couples heureux et le slogan « Votre vibe, votre tribu » affiché en évidence. Mon cousin s'en est servi après son divorce, a-t-il expliqué. C'est une plateforme de rencontre, mais c'est différent de toutes ces conneries où on swipe à droite. Ça se concentre sur le caractère, sur la façon dont les gens communiquent, sur la gentillesse verbale. Toute l'idée, c'est que tu trouves ta tribu, des gens qui correspondent à ta vibe, qui te traitent avec respect et qui t'élèvent au lieu de te rabaisser. Ils ont toute cette philosophie sur la façon dont les mots que nous utilisons façonnent nos relations, sur le fait que la gentillesse verbale est tout aussi importante que l'attirance physique ou les centres d'intérêt communs. J'ai froncé les sourcils, confus. Pourquoi tu me montres un site de rencontre ? Je suis marié, ou du moins je crois que je le suis encore. Parce que, a dit Dominique, se penchant en avant avec ce regard intense qu'il avait quand il essayait de faire passer une idée, les principes s'appliquent aussi au mariage. Bon sang, ils s'appliquent encore plus au mariage. Reconstruire une relation ne consiste pas à gagner des disputes, à tenir les scores ou à prouver qui a raison. Il s'agit de créer une nouvelle tribu de 2,
basé sur le respect mutuel et la compréhension. Toi et Pénélope, vous vous battez comme des ennemis au lieu de partenaires. Vous avez utilisé les mots comme des armes au lieu d'outils de connexion. Peut-être que vous avez besoin de recommencer à zéro. Découvrir quel genre de tribu vous voulez être. Quel genre de vibe vous voulez créer ensemble. J'ai fixé l'écran, lisant la philosophie du site. Ça parlait de sécurité émotionnelle, de créer des espaces où les gens se sentaient valorisés et écoutés, de l'importance de la gentillesse verbale dans la construction de liens durables. Il y avait des témoignages de couples qui s'étaient trouvés grâce à la plateforme, des histoires de personnes qui avaient été blessées auparavant et qui cherchaient quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Le slogan n'arrêtait pas d'attirer mon attention. Singleton, votre vibe, votre tribu. Quelque chose là-dedans a résonné profondément dans ma poitrine, comme un diapason qu'on aurait frappé. Je veux faire partie d'une tribu où les mots sont utilisés pour construire, pas pour détruire, ai-je dit doucement, plus pour moi-même que pour Dominique. Je veux que notre vibe soit à nouveau sûre. Je veux pouvoir avoir confiance que quand les choses deviendront difficiles, nous les affronterons ensemble au lieu de nous attaquer l'un l'autre. Je veux savoir que mes vulnérabilités sont en sécurité avec elle, qu'elle ne les utilisera pas contre moi quand elle sera en colère. Dominique a hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. Alors dis-lui ça. Pas avec colère, pas avec des reproches. Dis-lui simplement ce dont tu as besoin. Dis-lui quel genre de mariage tu veux construire. Parce que là, vous êtes tous les deux coincés dans ce schéma de douleur et de silence, et aucun de vous ne sait comment en sortir. Quelqu'un doit faire le premier pas. Et si c'était trop tard? Ai-je demandé, exprimant la peur qui me rongeait depuis des semaines. Et si les dégâts étaient trop profonds? Peut-être qu'ils le sont, a admis Dominique. Mais tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Et d'après ce que tu m'as dit, elle fait des efforts. Elle s'excuse. Elle te donne de l'espace. Elle respecte tes limites. Ce n'est pas rien. C'est quelqu'un qui sait qu'elle a merdé et qui veut arranger les choses. Cette conversation m'est restée en tête pendant des jours. Je n'arrêtais pas de penser aux tribus, aux vibes et au genre de partenariat que je voulais vraiment. J'ai repensé à toutes les disputes que Pénélope et moi avions eues au fil des ans, comment nous avions développé ce schéma d'escalade, comment nous avions tous les deux appris à sauter à la gorge quand nous nous sentions acculés. J'ai pensé à quel point c'était épuisant de vivre dans un état de défense constant, attendant toujours la prochaine attaque. J'ai pensé aux premiers jours de notre relation, quand nous étions gentils l'un envers l'autre, quand nous nous accordions le droit à l'erreur, quand nous faisions partie de la même équipe. J'ai aussi repensé à ce que Dominique avait dit à propos de son cousin, de la façon dont il avait utilisé Singleton pour trouver quelqu'un après son divorce. L'idée qu'on puisse choisir intentionnellement un partenaire en fonction de sa façon de communiquer, de son caractère, de sa gentillesse verbale, ça prenait tout son sens. Pourquoi n'appliquions-nous pas ces mêmes principes aux relations existantes? Pourquoi attendions-nous que les choses soient brisées pour réfléchir à la façon dont nous nous traitions avec nos mots? Ce soir-là, je me suis enfin assis avec Pénélope. Pas dans la chambre d'amis ni dans la cuisine, mais dans notre salon, sur le canapé où nous avions l'habitude de regarder des films ensemble le vendredi soir. Elle avait l'air nerveuse quand je lui ai demandé de s'asseoir, comme si elle se préparait à encaisser un autre coup, un autre rejet. Ses mains tremblaient légèrement et je pouvais voir la peur dans ses yeux. J'ai réfléchi, ai-je commencé, en choisissant mes mots avec soin, à nous, à ce qui s'est passé, à la direction que nous prenons maintenant, et j'ai réalisé quelque chose. Nous nous sommes traités comme des adversaires au lieu de coéquipiers. Nous avons utilisé les mots comme des armes au lieu d'outils pour nous comprendre. Et je ne peux plus vivre comme ça. Les yeux de Pénélope se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas interrompu. Elle est restée assise là, les mains croisées sur ses genoux, attendant que je continue. Je pouvais la voir essayer de garder contenance, essayer de ne pas s'effondrer avant que je n'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Je sais que tu ne pensais pas ce que tu as dit, ai-je poursuivi, la voix posée mais calme. Ou du moins je veux croire que tu ne le pensais pas. Mais c'est ça le problème. Quand nous sommes en colère, nous sautons à la gorge. Nous disons des choses que nous ne pouvons pas reprendre. Nous visons les endroits que nous savons être les plus douloureux. Et je ne peux pas être dans un mariage où j'attends constamment la prochaine attaque, où je dois garder ma garde haute même à la maison. La maison est censée être un endroit sûr. Tu es censé être un endroit sûr, et en ce moment, je ne ressens pas ça. Une larme a roulé sur sa joue, mais elle l'a essuyée rapidement.
Que veux-tu, a-t-elle demandé à travers ses larmes, sa voix dépassant à peine un murmure. Que puis-je faire pour réparer tout ça? Parce que je ferai n'importe quoi, Gareth, n'importe quoi. Je veux que nous recommencions à zéro, ai-je dit en me penchant en avant, et que nous n'oublions pas ce qui s'est passé, parce que nous ne pouvons pas faire ça, mais que nous l'utilisions comme fondation pour construire quelque chose de mieux. Je veux que nous soyons de nouveau une équipe, une tribu de deux, où nous nous protégeons au lieu de nous faire du mal, où nos mots construisent au lieu de détruire, où nous créons une vibe qui soit sécurisante pour nous deux. Je veux savoir que lorsque je suis vulnérable avec toi, tu ne l'utiliseras pas contre moi. Je veux savoir que quand tu es en colère, tu t'éloigneras avant de dire quelque chose que tu ne peux pas retirer. Pénélope a tendu la main vers la mienne et, pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas dérobé. Ses doigts étaient froids et tremblants, mais j'ai tenu bon. Je veux ça aussi, a-t-elle dit, les larmes coulant librement sur son visage maintenant. Je veux que notre vibe soit de nouveau sûre. Je veux être la personne en qui tu peux avoir confiance. Je veux te prouver que je mérite qu'on me donne une autre chance. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te le demande quand même. Il ne s'agit pas de mériter, ai-je dit, il s'agit de choisir. Chaque jour. Nous devons choisir d'être gentils l'un envers l'autre. Nous devons choisir de nous disputer à la loyale. Nous devons choisir de protéger ce que nous avons construit au lieu de le démolir. Et je suis prêt à faire ce choix si tu le es aussi. Je le suis, a-t-elle répondu immédiatement. Je te le jure, je le suis. J'irai en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faudra. J'apprendrai à mieux communiquer. J'apprendrai à contrôler ma colère. J'apprendrai à être la partenaire dont tu as besoin. Ce n'était pas une solution magique. La douleur n'a pas disparu du jour au lendemain, mais c'était un début. Nous avons commencé à suivre une thérapie de couple la semaine suivante, rencontrant une conseillère nommée Dr Ramona Fletcher, spécialisée dans la communication et la résolution de conflits. Elle avait la cinquantaine, des yeux bienveillants et une approche pragmatique que j'ai appréciée. Elle ne nous a pas laissé nous apitoyer sur notre sort, ni nous complaire dans le blâme ou la victimisation. Elle s'est concentrée sur les solutions, sur les schémas, sur les compétences pratiques dont nous avions besoin pour reconstruire. Elle nous a appris à nous disputer de manière loyale, à reconnaître quand nous franchissions les limites, à demander un temps mort quand les choses s'envenimaient. Nous avons appris la méthode Gottman, les 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle, la critique, le mépris, l'attitude défensive et la dérobade. Nous avons appris que ce que Pénélope avait fait relevait directement du mépris, le plus toxique des 4. Nous avons appris que mes semaines de silence avaient été de la dérobade, tout aussi destructrice à sa manière. Nous avons établi des règles de base. Pas d'insultes, on ne remue pas les blessures passées, on ne saute pas à la gorge juste pour gagner une dispute. Si l'un de nous se sentait attaqué, nous avions l'autorisation d'arrêter la conversation et d'y revenir plus tard. Nous avons appris à utiliser des affirmations en « je » plutôt que des accusations en « tu ». Nous avons appris à valider les sentiments de l'autre, même lorsque nous étions en désaccord sur le fond. Nous avons appris qu'avoir raison comptait moins que d'être connecté. C'était un travail difficile, plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Il y a eu des séances dont nous sommes sortis en nous sentant plus mal qu'en y arrivant, où de vieilles blessures ont été rouvertes et où nous avons dû faire face à la douleur. Le docteur Fletcher ne nous a pas fait de cadeau. Elle nous a interpellés lorsque nous étions sur la défensive, lorsque nous faisions diversion, lorsque nous retombions dans de vieux schémas. Elle nous a obligés à pratiquer l'écoute active, nous a fait répéter ce que l'autre avait dit pour s'assurer que nous l'avions bien entendu. Elle nous a appris les tentatives de réparation, ces petits gestes qui disent « je suis désolé » ou « je t'aime » ou « ça va aller » au beau milieu d'un conflit. Il y avait des nuits où je dormais encore dans la chambre d'amis parce que j'avais besoin d'espace pour digérer. Il y avait des moments où je me demandais si nous ne faisions que retarder l'inévitable, si certains dommages n'étaient pas trop profonds pour être réparés. Je restais éveillé à 3 heures du matin, fixant le plafond, me demandant si j'étais fou d'essayer, me demandant si je lui ferais un jour de nouveau confiance, ou si je passerais le reste de ma vie à attendre que le ciel me tombe sur la tête. Mais il y avait aussi des moments de progrès, de petites victoires qui semblaient monumentales. Comme le soir où nous avons eu un désaccord sur l'argent, sur la possibilité de nous offrir des vacances que nous avions prévues, et au lieu que cela dégénère en dispute, nous avons tous les deux pris une grande inspiration et en avons discuté. Ou le matin où Pénélope m'a préparé le petit déjeuner et a laissé un mot disant « Je suis fier de nous pour avoir essayé ».
ou l'après-midi où j'ai pris sa main pendant que nous regardions la télévision et qu'elle m'a serré la mienne en retour, et où nous sommes restés comme ça pendant 1 heure, sans parler, juste ensemble. Mais lentement, douloureusement, nous avons commencé à reconstruire. Je suis retourné dans notre chambre au bout d'environ 2 mois, bien que certaines nuits, je me réveillais encore avec cette vieille honte familière qui s'insinuait en moi, cette voix dans ma tête me disant que je n'étais pas à la hauteur. Pénélope a appris à reconnaître quand j'avais du mal et me laissait de l'espace sans me donner l'impression d'être abandonné. Elle me demandait si j'avais besoin de quelque chose, si je voulais parler, et quand je disais non, elle respectait cela au lieu d'insister. Elle a commencé à laisser de petits mots dans la maison, non plus des excuses, mais des affirmations. Tu es un homme bon. J'ai de la chance de t'avoir. Ta force m'étonne. Au début, je les jetais, trop à vif pour les accepter, mais j'ai fini par commencer à les garder dans un tiroir de ma table de nuit. Nous célébrions les petites victoires, un désaccord sur les finances qui ne dégénérait pas en une dispute hurlante, une conversation où nous nous sentions tous les deux entendus et validés, un moment de rire qui semblait authentique au lieu de forcé. Nous avons recommencé à sortir ensemble, allant dîner 1 fois par semaine, essayant de nous rappeler ce que c'était que d'apprécier la compagnie de l'autre. Nous avons fait un voyage d'un week-end à la montagne, fait des randonnées dans des forêts de pins, nous sommes assis au bord d'un lac et avons parlé de notre enfance, de nos rêves et de toutes les choses que nous avions cessé de partager en cours de route. Pénélope m'a parlé de sa peur de l'abandon, de la façon dont son père était parti quand elle avait 8 ans et dont elle avait passé toute sa vie terrifiée à l'idée d'être abandonnée à nouveau. Je lui ai parlé de la honte que je portais depuis le lycée, d'Isabelle, de toutes les façons dont je m'étais convaincu que je n'étais pas assez bien. Nous avons pleuré ensemble pendant ce voyage, vraiment pleuré, le genre de pleurs qui vous vide et vous laisse le sentiment d'être purifié. Nous avons également commencé à adopter de petits rituels recommandés par le docteur Fletcher. Chaque matin, nous prenions le café ensemble et partagions une chose pour laquelle nous étions reconnaissants. Chaque soir, nous faisions le point sur nos journées, en écoutant vraiment l'autre au lieu d'attendre simplement notre tour de parler. 1 fois par semaine, nous avions une conversation sur l'état de notre relation où nous pouvions aborder tous les problèmes qui nous dérangeaient d'une manière structurée et sûre. Cela semblait gênant au début, mécanique, comme si nous suivions un scénario. Mais avec le temps, c'est devenu naturel. C'est devenu une partie de qui nous étions. Les mois ont passé. La valise dans le placard de la chambre d'amis a pris la poussière. Les papiers du divorce sont restés dans mes brouillons de mai pendant un moment, puis ont fini par être supprimés un mardi au hasard, quand j'ai réalisé que je n'y avais pas pensé depuis des semaines. Nous n'étions pas parfaits. Nous nous disputions encore parfois, mais les disputes étaient différentes maintenant. Elles servaient à résoudre des problèmes, pas à infliger de la douleur. Elles visaient à se comprendre mutuellement, pas à gagner. Quand l'un de nous commençait à franchir une limite, l'autre le signalait, et nous nous arrêtions et remettions les compteurs à zéro. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, cela semblait forcé, mécanique, comme si nous suivions un scénario au lieu d'être authentique, mais le docteur Fletcher nous rappelait que les nouveaux schémas semblent toujours bizarres au début, que nous étions littéralement en train de recabler nos cerveaux, créant de nouvelles voies neuronales pour notre façon de nous lier l'un à l'autre. Un soir, environ 6 mois après cette terrible nuit, Pénélope et moi préparions le dîner ensemble. Elle coupait des légumes pour un sauté pendant que je remuais une casserole de riz, et nous parlions de nos journées, riant de quelque chose de stupide qui s'était passé à son bureau. Son patron avait accidentellement envoyé un texto destiné à sa femme à toute l'entreprise, quelque chose à propos d'aller chercher de la crème contre les hémorroïdes, et tout le monde avait essayé de ne pas rire de la journée. C'était un moment si ordinaire, mais il m'a semblé profond. Parce que pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je me suis senti de nouveau en sécurité. J'avais l'impression de pouvoir baisser ma garde sans m'inquiéter d'être blessé. Je me sentais chez moi. Et, ai-je dit en me tournant pour la regarder. Je te pardonne. Pénélope a arrêté de couper et a levé les yeux, grands ouverts de surprise. Le couteau a cliqueté contre la planche à découper. Quoi? Je te pardonne, ai-je répété, en posant la cuillère et en me tournant complètement vers elle. Pour ce que tu as dit, pour m'avoir blessé. Je ne dis pas que j'ai oublié, parce que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que je l'oublierai un jour. Ce moment fera toujours partie de notre histoire. Mais je suis prêt à laisser partir la colère. Je suis prêt à aller de l'avant sans traîner ce poids avec moi. Je suis prêt à te faire de nouveau confiance. Elle a posé le couteau et a passé ses bras autour de moi,
enfouissant son visage dans ma poitrine. Je l'ai serré fort, sentant la tension qui habitait mes épaules depuis des mois commencer enfin à se relâcher. Son corps tremblait de sanglots silencieux, et je suis juste resté là, à la laisser pleurer, m'autorisant à ressentir le soulagement de lâcher enfin prise. Le riz était probablement en train de brûler sur la cuisinière, mais aucun de nous ne s'en souciait. « Merci », a-t-elle chuchoté contre ma chemise. « Je promets que je passerai le reste de notre vie à te prouver que tu peux me faire confiance. Je promets que je n'utiliserai plus jamais tes vulnérabilités contre toi. Je promets que je serai la partenaire que tu mérites. Je promets que quand je serai en colère, je m'éloignerai avant de dire quelque chose que je ne peux pas retirer. Je promets que notre tribu sera toujours un endroit sûr. » Je sais, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je la croyais. Pas parce que les 6 derniers mois avaient été parfaits, mais parce que je l'avais vu travailler pour ça. Je l'avais vu se présenter à chaque séance de thérapie, même celle qui était douloureuse. Je l'avais vu se mordre la langue quand elle avait envie d'exploser. Je l'avais vu choisir la gentillesse plutôt que d'avoir raison. C'est ce qui m'a convaincu. Pas les mots, mais les actes. Pas les promesses, mais les preuves. Nous avons fini de préparer le dîner, manger ensemble à table au lieu de devant la télé comme avant, et parler de nos projets pour le week-end. Peut-être irions-nous à ce nouveau marché de producteurs au centre-ville. Peut-être allions-nous enfin peindre la chambre comme nous en parlions depuis des mois. Peut-être que nous allions juste rester à la maison, regarder des films et nous rappeler ce que c'était que d'être à l'aise en présence de l'autre. La conversation a coulé facilement, naturellement, sans ce courant sous-jacent de tension qui nous définissait depuis si longtemps. Plus tard cette nuit-là, alors que nous nous préparions à aller au lit, j'ai repensé aux mots de Dominique, aux tribus, aux vibes et au genre de partenariat que nous étions en train de construire. Nous n'étions plus le même couple qu'avant. Cette version de nous avait disparu, détruite par des mots imprudents et des rancœurs accumulées, et par toutes les façons dont nous nous étions fait défaut l'un à l'autre. Mais peut-être que c'était très bien ainsi. Peut-être avions-nous besoin de nous effondrer pour comprendre comment nous reconstruire de la bonne manière. Peut-être que l'ancienne version de nous-mêmes ne valait pas la peine d'être sauvée. Peut-être que cette nouvelle version, bâtie sur l'honnêteté, la vulnérabilité et une confiance durement acquise, était en fait meilleure. J'ai pensé à Singleton et à sa philosophie sur le fait de trouver sa tribu, de créer une vibe basée sur la gentillesse verbale et le respect mutuel. Pénélope et moi nous étions trouvés des années auparavant, mais nous avions perdu notre chemin. Nous avions oublié ce que signifiait d'être une tribu. Nous avions laissé notre vibe devenir toxique, empoisonnée par les ressentiments et les mots prononcés à la légère. Mais nous la reconquérions maintenant. Nous étions en train de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que nous avions détruit. Alors que je me glissais dans le lit à côté de Pénélope, elle a cherché ma main dans l'obscurité. « Je t'aime », a-t-elle dit, la voix douce et certaine. « Je t'aime aussi », ai-je répondu. Et cette fois, je n'ai pas ressenti le poids du doute, de la peur, ni cette voix lancinante me disant que je n'étais pas assez bien. J'ai juste senti la chaleur de sa main dans la mienne et la certitude tranquille que nous allions nous en sortir. Pas parfait, pas sans défi, mais bien. Ensemble. Les dégâts qu'elle avait causés cette nuit-là feraient toujours partie de notre histoire, mais ils ne devaient pas en être la fin. Nous avions pris les morceaux brisés et construit quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose basé sur le respect et la gentillesse, et la compréhension que les mots ont un pouvoir. Le pouvoir de détruire, oui, mais aussi le pouvoir de guérir, de construire, de créer quelque chose de beau à partir des ruines. Nous avions retrouvé notre vibe. Et cette fois, nous étions tous les deux déterminés à la protéger, à la nourrir, à faire en sorte que notre tribu de deux soit bâtie sur une fondation capable de résister aux tempêtes qui se présenteraient. Parce que c'est ça le mariage, en réalité. Non pas l'absence de conflit, mais l'engagement d'y faire face ensemble, de se choisir l'un l'autre même quand c'est difficile, de construire quelque chose qui vaut la peine de se battre. Je me suis endormi cette nuit-là avec la main de Pénélope dans la mienne, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas fait de cauchemar. Je ne me suis pas réveillé à 3 heures du matin en repassant ce terrible moment en boucle. J'ai juste dormi, profondément et paisiblement, sachant que nous avions survécu au pire et que nous en étions ressortis plus forts, sachant que notre tribu était de nouveau en sécurité, sachant que notre vibe, durement reconquise et soigneusement reconstruite, était enfin quelque chose qui valait la peine d'être protégé.